Voilà donc votre avis concernant les flashballs avec nous pour en parler. Noam Anouar, bonjour. Merci d'être avec nous, policier délégué syndical Vigipolice. On va décrypter dans un instant à la fois la manif des Gilets jaunes, à la fois également Emmanuel Macron qui va peut-être faire un référendum. Pour en parler également, Florian Silnicki, bonjour. Expert en communication, fondateur de la Frenchcom. Philippe Pasco, Gilets jaunes, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Louis Bouillard, président de l'Union nationale des lycéens. Bonjour Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc été blessé samedi par un flashball, par ces fameuses LBD. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors c'est ou grenade de désencerclement ou ça vient d'un LBD. Et donc j'étais sur la place de la République, je manifestais, je portais pas de gilet jaune. À ce moment-là, je chantais pas de slogan. J'étais excentré un peu 3-4 mètres des autres groupes. Il a commencé à y avoir un mouvement de foule. J'ai senti un gros impact, un impact sur mon pied. Au début, j'ai pas compris. Les médics sont venus me récupérer parce que eux ont vu que je m'étais pris l'impact et à ce moment-là, je comprenais toujours pas. On m'a mis dans l'espace où sur la place de la République, on mettait tous les blessés parce que je suis pas le seul blessé. Et en vérité, je suis parmi les meilleurs, parmi les pires parce que vraiment, je m'en sors, quoi. Et donc ensuite, les pompiers sont venus voir. Ils ont dit, bon, bah là, la peau réagit très mal. Vu la violence de l'impact que vous nous décrivez et vu à quel point ça enfle, vous avez très certainement une fracture. Donc j'ai été au service d'urgence vers 19h. On m'a emmené en ambulance en priorité. Autour de moi, j'ai vu des gilets jaunes qui avaient des bandages sur les yeux. J'ai vu des personnes qui avaient, qui avaient une blessure à la mâchoire. Certains qui avaient le crâne complètement explosé, en sang, quoi. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas à me plaindre de mon pied, quoi. Vous avez eu de la chance. J'ai eu de la chance. Et ensuite, derrière, à 23h30, on a fait la radio et on a dit, bon, bah, vous avez de la chance. Normalement, vous devriez avoir une fracture vu ce que vous vous êtes pris, mais vous n'en avez pas. Donc, ne reposez pas trop votre pied pendant 10 jours. Et ensuite, normalement, vous devriez pouvoir recommencer. Mais après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, aujourd'hui, je m'estime chanceux de m'en sortir avec juste ce que j'ai, alors qu'en vérité, je suis juste parti manifester et je m'estime chanceux d'être seulement blessé au pied, quoi. Mais Louis, on voudrait bien comprendre ce que vous faisiez exactement quand vous avez été touché. Vous lanciez des choses, vous criez, vous étiez agité, vous faisiez quoi? Alors déjà, je suis un non-violent convaincu, c'est-à-dire que je considère que la violence, là, aujourd'hui, le gouvernement l'instrumentalise contre nous. Aussi, je suis responsable syndical, ça veut dire que derrière, je sais que si jamais je fais quoi que ce soit, ça se saura. Et d'ailleurs, si j'avais fait quoi que ce soit, ça aurait, ce serait sorti. En garde à vue, là. Je serais en garde à vue, de toute façon. Donc non, je ne faisais rien, je n'avais pas de gilet jaune, je ne chantais pas de slogan, j'étais là. Vous étiez juste debout sur un trottoir sans rien faire. Comme Jérôme Rodriguez, comme la plupart des blessés. La plupart des blessés en France aujourd'hui ne sont pas des gens violents. Ce sont des gens sur lesquels on a tiré. Je me demande dans quel pays on est, Jean-Marc. Vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où depuis 12 semaines, le gouvernement tape sur des gamins comme Louis. Frappe. Ça n'existe pas dans les autres pays. Les policiers se font frapper aussi. Mais oui, ok. Mais parce que les policiers se seront frappés, mais la réponse... Je ne vais pas prendre la position de Noam, mais c'est vrai qu'il y a des coups des deux côtés quand même. Ça n'existe pas en Europe, ce genre de tir. De comment ils font dans les autres pays. Oui, mais ça a été autorisé. Ça a été autorisé vendredi. Chez Pinochet, ils autorisaient plein de choses aussi. On ne va pas comparer la France à Pinochet là. Ne dites pas autorisé, c'est trop facile. Non, mais c'est pas trop facile. Qui autorise? Le Conseil d'État. Eh bien merci, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc ça a été autorisé par les gens eux-mêmes qui gouvernent, donc c'est facile. Juste Florian Silnicki, ça vous énerve ça visiblement d'entendre ça. C'est normal. Oui, parce qu'il ne faut pas laisser penser que la violence allait que d'un côté. Et s'il y a 100 blessés, c'est 100 blessés de trop. Évidemment, le diagnostic, il est extrêmement clair. Sauf que combien il y a eu de tirs de LBD? Vous le savez? Environ 9500 Exactement. la semaine dernière, il y en a eu sans blessés. Un peu Donc plus. s'il y avait une volonté de la part de nos sans blessés, pardon, ou une volonté... Sans blessés SANS ou CENT? Je pose la question. En chiffres ou sans blessés, vous voulez dire pas de blessés? Exactement. En chiffres. Donc s'il y avait une volonté de la police ou des dirigeants de blesser et clairement de taper tous ceux qui manifestaient, il y aurait beaucoup plus Vous estimez que sans blessés, c'est une proportion acceptable? Je pose la question. J'ai répondu à cette question, juste en amont. J'ai dit sans blessés, c'est sans blessés de trop. Donc là, ma réponse, elle est extrêmement claire. J'aimerais juste Louis. mais ça, c'est les blessés déclarés. Parce qu'il y en a qui, derrière, ont des blessures, parce qu'il n'y a pas que les LBD. Il y a toutes sortes. Mais vous, juste après avoir été blessé, vous avez fait un tweet qui s'adressait à Castaner directement. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous pouvez nous rappeler ce que vous lui disiez? Je lui avais dit qu'il fallait qu'il assume ses responsabilités. Parce qu'on dit, aujourd'hui, dans le débat public, il y a une opposition, on dit, regardez, les Gilets jaunes et tous les autres manifestants sont blessés. Puis il y a des personnes qui rétorquent l'argument, mais regardez, il y a aussi des policiers qui sont blessés. Et
Ça fait 2 semaines qu'on est sur ça, mais il n'y a qu'un seul responsable derrière ça, c'est le gouvernement. Si jamais il y a des manifestations, il y a des violences, parce qu'il y a une crise politique. Et quand je dis que Castaner, il doit prendre ses responsabilités, c'est parce que non seulement il organise extrêmement mal la tenue des manifestations et la manière dont sont gérées les forces de l'ordre, mais en plus, il fait partie d'un gouvernement qui cristallise des tensions et qui est responsable des blessés. Et le véritable responsable de tout ça, c'est le gouvernement. Et c'est ce qu'on dénonce, nous, depuis le début. Noam Manoir, policier. Oui. Alors, j'ai écouté attentivement ce qui se dit depuis le début de l'émission, et effectivement, je peux me permettre d'apporter une nuance qui n'engage que moi et mon syndicat. Je dirais que je suis contre déjà l'idée de procéder à une dichotomie dans la population en se disant il y a des blessés des deux côtés, pour dire qu'il y aurait d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre côté les manifestants. Nous, on défend la position que depuis le début de ce conflit, les forces de l'ordre font partie du peuple, c'est-à-dire qu'on a a priori au début une présence qui serait justifiée par la protection des manifestants, ce sont même les mots du ministre. Que ce se passe différemment sur le terrain, je pense que le débat mérite d'être posé. Non, mais là, on ne peut pas dire que les policiers protègent les manifestants. Dans les images qu'on voit, c'est pas trop, justement trop ce qu'on voit. Enfin, oui, on n'est pas protégé. J'essaie d'être le plus objectif possible à chaque fois, mais si vous suivez attendez, laissez-le parler. Si vous suivez l'actualité des débats, notamment concernant notre syndicat, c'est ce qu'on défend depuis le départ. C'est-à-dire que non, mais que vous le défendiez, oui, mais sur le terrain. Oui, naturellement. Nous, on considère, nous accusons le ministère de l'Intérieur de jeter de l'huile sur le feu et de permettre d'avoir une forme de tolérance, je dirais, inhabituelle à l'égard de ceux qui font usage de ces armes, parce que vous avez sans doute, à mon sens, été victime d'une bille, d'une grenade de désencerclement. Je ne pense pas que ce soit un tir de LBD qui vous ait touché. On verra, si vous déposez plainte, il y aura une enquête. Vous allez déposer plainte ? Je vais déposer plainte. Oui, je crois que c'est votre intention, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et vous auriez tout à fait raison de le faire. Mais effectivement, il y a... en théorie, moi je pense que ce débat sur l'usage ou non du LBD, c'est en fin de compte un leurre. C'est-à-dire que pour moi, le moyen, c'est pas le débat de fond. C'est-à-dire que si on veut vous casser le pied, on peut le faire avec un LBD, on peut le faire à main nue, on peut le faire avec beaucoup de moyens. Vous voyez, mais c'est vous mettre hors d'état de nuire plus généralement. Mais pourquoi, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il se prend une grenade de désencerclement alors qu'il est tranquillement sur un trottoir ou un tir de LBD, on ne sait pas encore. C'est parce qu'il y a des policiers qui ont le sentiment qu'aujourd'hui, ils sont couverts. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une forme de zèle dans la répression des manifestants. Et nous, on l'a dit, et j'ai même fait un communiqué vidéo qui a été assez largement répandu dans la population, dans lequel je soutenais que Jérôme Rodriguez ne constituait absolument pas une menace au moment où il a été touché. Et ça a été le cas de beaucoup de manifestants. Lui, il est plus connu que les autres, donc ça a été le moyen à un moment de communiquer là-dessus. Je pense que ce monsieur, en tout cas, j'en sais rien, j'étais pas sur les lieux sur le moment, mais je pense pas je le crois sur parole quand il dit qu'il menaçait personne. Et l'usage aujourd'hui, en tout cas légal, des armes non létales et létales d'ailleurs également, c'est la légitime défense. Donc le policier qui a atteint monsieur, est-ce qu'il était en état de légitime défense ou pas ? Aujourd'hui, permettez-moi d'en douter. On va laisser faire l'enquête. Théoriquement, oui, on va laisser faire l'enquête. Oui. Mais bon, nous, quand on a posé ce débat, j'ai appris avec consternation sur les ondes de vos confrères de RTL que M. Nunes considérait que notre position ne méritait pas d'être prise en compte puisque nous représentons 574 policiers aux dernières élections professionnelles sur plusieurs milliers. Et donc, c'est la voix de ces 600 policiers qui nous ont soutenus ne compte pas. Donc, elle ne mérite pas que nous soyons reçus ou pris en compte par le ministère de l'Intérieur. J'en prends acte. Et je dirais que l'histoire fera apparaître sa vérité. Juste, Louis, est-ce que vous allez continuer à manifester dès que vous pourrez c'est compliqué, vous êtes en béquille là, mais... Non, mais demain, par exemple, il y a la grève. Et grève générale. Et j'y participerai. Donc, j'irai pas en béquille. Là, on est encore en train de chercher un fauteuil. Mais ce que je veux montrer, c'est que il faut continuer. Il faut céder ni à la violence, ni à la peur. Parce que derrière, et je me suis pris un flot sur les réseaux sociaux de personnes qui disaient « Mais tu es responsable parce que tu es parti manifester ». Oui, en disant, mais oui, mais vous le savez en fait qu'il y a des violences et que vous risquez quelque chose. Surtout restez chez vous. Voilà, restez chez vous. Mais c'est un argument qui s'entend de dire, oui, vous reprenez un risque en allant en manifestation. On dit ça pour les viols aussi. Je le savais. C'est votre voilà. Mais aujourd'hui, sortez pas le soir. Aujourd'hui, en fait, on est capable de dire que on a notre part de responsabilité quand on est. Non, mais en général, on entend les policiers, on entend à la télé souvent les experts qui disent, dès que ça commence à mal tourner, partez. Mais c'est ce que font la plupart des gens. On ne pouvait pas partir. En plus, en fait, toutes les rues étaient bloquées. Et... La manifestation était déclarée, donc ça ne peut pas vous opposer que vous étiez à un lieu où vous ne devez pas être. Quand ça commence à mal tourner, il vaut mieux partir. Mais on est un gilet jaune pacifique. Jean-Marc, la plupart du temps, sur toutes les manifestations que j'ai faites, on nous empêche de partir. Donc, il ne faut pas dire que ça, parce que moi, je rejoins totalement le monsieur de la police. À mon avis, c'est organisé. Plus on fait peur aux gens,
plus on leur fait peur, plus on espère qu'ils viendront pas. Concrètement, je voudrais que Florian s'exprime là-dessus. Vous avez le sentiment que tout ça, c'est organisé en termes de communication pour faire monter la pression et pour qu'il y ait des violences? Non, je ne crois pas. Mais en revanche, il ne croit pas. Il est temps que ce gouvernement... bien. Il est temps que ce gouvernement arrête de penser que c'est à la police de gérer un conflit qui est social et politique, parce que ça n'est pas le rôle de la police nationale. Un conflit politique et social, on apporte des solutions sociales et politiques. Voilà. Dans lequel vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume. Parce qu'il faut savoir que nos collègues qui sont mis en cause et visés par les plaintes de l'IGPN, on leur fera a priori aucun cadeau, c'est-à-dire qu'ils serviront malheureusement d'exemple pour les autres, de fusibles. Et donc, effectivement, ce n'est pas à la police de gérer ce problème. Est-ce que vous, policiers au sein de votre syndicat, est-ce que vous étiez pour qu'on arrête d'utiliser les LBD? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a des éléments, il faut continuer à assurer la protection, c'est-à-dire assurer notre mission telle qu'elle nous est confiée, assurer la protection des manifestants. Par exemple, on peut très bien imaginer que les manifestants puissent être victimes d'une attaque terroriste, d'une attaque de groupuscules type Black Blocs, etc. Il faut être en mesure de les défendre, il faut avoir les équipements adéquats. Mais il faut bien les utiliser, c'est-à-dire aucune arme, aucun équipement, aucune grenade n'explose toute seule. C'est-à-dire qu'il y a toujours un être humain derrière qui lui commandite ou qui lui commande d'agir. Voilà. Mais moi qui suis beaucoup ces manifs depuis 12 jours, il y a une question que je me pose sur ces fameux LBD. Vous allez peut-être pouvoir me répondre puisque vous êtes policier. On dit aux policiers qu'il faut viser les jambes, qu'il faut viser les pieds. Attendez, laissez-moi. Qu'il faut viser les jambes, qu'il faut viser les pieds. Si on vise vers le bas, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens blessés à la tête et aux yeux? Je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que délibérément les policiers visent la tête? Je ne sais pas, où la balle rebondit, ou qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème Parce que si on vise vers le bas, je ne vois pas comment la tête peut être touchée. Il y a deux problèmes. Il y a un problème de formation. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une munition de LBD coûte environ 10 € à l'administration. Donc quand vous êtes habilité flashball ou LBD, en général, il y a 1 ou 2 tirs d'essai qui sont faits pendant la session d'habilitation. Et il faut savoir que cette arme, elle est justement caractéristique parce qu'elle n'est pas précise. C'est-à-dire que la distance minimale d'utilisation, elle est évaluée à 5 mètres, parce qu'en deçà de 5 mètres, elle peut être mortelle. Et il y a une distance maximale, contrairement aux autres armes, qui est préconisée, qui est d'environ 10 mètres. Ouais. Parce qu'au-delà de 10 mètres, vous ne pouvez pas garantir justement la précision de son utilisation. Et donc, sur une zone telle que le corps humain, il y a effectivement des risques d'atteinte. Mais ça veut dire qu'on vise le sol et elle arrive à la tête? Alors, globalement, si vous voulez, une balle de flashball, c'est un boulet de canon. C'est-à-dire que vous l'envoyez, et en fait, au fur et à mesure de la distance, et à partir de 10 mètres, elle a tendance à descendre. Donc parfois, il y a des policiers qui l'utilisent à des distances plus importantes, mais qui procèdent à des compensations, qui se disent on va viser plus haut, en espérant que justement, à 20 mètres, elle puisse descendre et atteindre le torse. Sauf que, vous voyez, c'est du bricolage. C'est adorable dans ta définition. Vous tutoyez la police, vous? Je tutoie tout le monde, c'est un principe. Vu mon âge, je peux me permettre. Je peux passer à la maison. C'est ça, on en est là. Et le monsieur, en plus, est sympathique. Je veux bien, mais sur toutes les vidéos qu'on a, et Dieu sait si avec lui, on en a plein, et Dieu sait s'il y a des gens qui le font. Il n'y a aucun tir comme ça. La plupart des tirs, ils sont comme ça. J'exagère. Ouais, non, mais c'est important ce qu'il dit. C'est important de le préciser parce qu'il y a des millions de gens qui nous regardent. La plupart des tirs que l'on voit sur les vidéos, c'est comme ça. Et les tirs comme sur Jérôme Rodriguez, en général, c'est à un tout petit peu plus de 5 mètres. Donc qu'on ne me fasse pas croire qu'il n'y a pas 2-3 débiles qui profitent d'une impunité apparente pour faire n'importe quoi et tirer sur... Et je rappelle quand même que sur les gens qui sont massacrés, parce qu'aujourd'hui on peut parler de massacre, d'un gouvernement qui massacre son peuple, la plupart des gens, on retrouve aucun véritable casseur. Donc je suis d'accord que c'est mal utilisé, que c'est très mal utilisé par des gens qui ne savent pas s'en servir, qui ne sont pas forcément habilités, puisqu'on a été chercher la BRI, on a été chercher la BAC pour être sur les manifestations parce qu'il n'y avait pas assez de monde, et qu'on tire volontairement dans la tête des gens, parce qu'on a les vidéos, on a les preuves. Donc je suis d'accord, on devrait tirer comme ça. On devrait tirer comme ça. Dans la procédure légale, on doit avoir un genou à terre. Expliquer pourquoi. On est bien d'accord. Mais il faut faire attention parce que les gens écoutent. Louis, vous avez le sentiment que vous avez eu de la chance quand même au final. En fait. Parce que vous avez quoi? Vous avez 18 mais je devrais... Vous avez quel âge? Moi j'ai 18 ans. À 18 ans, c'est vrai que je retrouve avec un œil en moins. Enfin, même quand on a 30 ou 40. Mais voilà. C'est un jeune quand même. Il y en a un paquet qui a un œil aussi à moins de 30 ans. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui que. Je considère, et c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir seulement ce que j'ai. J'étais assis aux urgences, j'en voyais qui avait qui s'étaient pris des tirs dans le genou, j'en voyais qui avait le crâne en sang, et moi j'étais là et je me disais, mais on se croirait en guerre. Le gros souci qui va se poser, ça va être effectivement... déjà, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'au niveau de la gendarmerie, l'IGGN, il n'y a pas eu de plainte, il y en a 0, et au niveau de l'IGPN, on est à plus d'une 50aine. Donc moi, je suis admiratif. C'est-à-dire, pour être clair, pour les gens qui nous écoutent, en gros, les gendarmes s'en servent bien, et les
bavure potentielle, parce qu'il n'y a pas encore le résultat, c'est chez les policiers, c'est ce que vous dites. A priori, les plaintes sont dirigées contre la police. Donc moi, pas contre les gendarmes. Si vous voulez mon opinion personnelle, moi je suis admiratif sincèrement de la rigueur et du savoir-faire de mes collègues gendarmes. C'est vrai qu'ils ne font pas de zèle, ils obéissent aux ordres, ils sont très disciplinés dans la façon, mais ils font leur travail. Hein, c'est des militaires. Des ordres, voilà, tout à fait. Au niveau policier, bon, permettez-moi de saisir l'occasion de... Excusez-moi, mais ça veut dire que quand même, là, vous tapez sur vos collègues. Hein. Parce que vous êtes policier vous-même. Hein. C'est-à-dire que là, vous tapez sur vos collègues policiers en disant eux font mal leur boulot. Non, je ne dis pas que les policiers font mal leur boulot. C'est un fait. C'est trop pied des gens. Bien sûr, mais laissez-moi parler pour moi juste une seconde, parce que c'est important de rebondir sur ce que vous dites. Je dis que je n'ai aucune raison de cautionner ou d'avaliser un collègue qui ferait usage de son arme et qui... parce que c'est quand même, vous voyez, qu'est-ce qui risque ce collègue? Une procédure administrative, une procédure judiciaire dans le pire des cas, face à quelqu'un qui a perdu la vue, qui ne pourra plus conduire, qui ne pourra plus travailler, qui va finir handicapé. Donc il s'agit quand même d'une vie humaine qui est gâchée. Donc on n'est pas là pour faire de la solidarité. D'ailleurs, on a chez Vigie, on est très contesté depuis vendredi parce qu'on a fait fuiter une vidéo de Toulouse dans laquelle... Alors c'est une vidéo, alors je précise, c'est une vidéo de la salle de commandement à Toulouse où on entend une personne qu'on n'identifie pas, deux personnes parler ensemble, un homme et une femme, et on les entend dire il faut mettre une bastos. Voilà, donc nous on a appelé à la modération en disant aux gens, bon, prenons un petit peu de hauteur, arrêtons l'idée qu'il y aurait de propager l'idée qu'il y aurait deux camps, et puis ensuite où on appelle au meurtre de part et d'autre. On a dit aux gens, bon, redescendez un peu sur terre, là, c'est bon, on n'a pas en face de nous des criminels ou des terroristes, on a des manifestants, donc arrêtez de dire qu'il faut les tuer, qu'il faut leur coller des bastos, quand bien même ce serait des paroles en l'air. Coller des bastos, en général, c'est pour tuer, je sais pas. Moi aussi, j'ai l'impression quand on dit ça. Donc nous, au niveau de l'IGPN, force est de constater que les enquêtes, bon, pour le moment, elles ont lieu, elles sont digitées, on verra bien. C'est normal qu'elles prennent du temps. Mais par contre, que des gens comme Alexandre Langlois ou moi-même qui appelons à la modération depuis le début de ce conflit, par contre, là, on ne perd pas de temps pour nous envoyer au casse-pipe. C'est-à-dire qu'Alexandre est convoqué au conseil de discipline, moi-même aussi. Vous allez passer en conseil de discipline? Oui, tout à fait. Pourquoi? Déjà parce que moi, je suis un ancien. C'est-à-dire que depuis l'affaire Théo, quand il y avait eu les émeutes à Bobigny, j'ai appelé à la modération. Parce que moi, je suis un enfant de Seine-Saint-Denis. Oui, vous ne passez pas en conseil de discipline pour ce que vous appelez à la modération? Si, c'est pas pour ça. Si, parce que j'ai dit, justement, je suis Bamboula chez vos confrères de France Info en disant, voilà, si effectivement il y a des policiers qui insultent les personnes de couleur de Bamboula, moi je suis Bamboula, moi-même le premier, et je suis policier. Bon, globalement, je ne me suis pas fait des amis dans mon institution, et là l'IGPN a réagi au quart de tour. Bon, on verra si effectivement cette institution, aux ordres du ministre de l'Intérieur, réagira avec la même vivacité On va avancer un peu, on ne va pas rester sur les flashballs. Juste un peu de détail, Jean-Marc, c'est quand même amusant de voir que c'est les gens qui appellent à la modération qui sont mis au conseil de discipline. Sur Toulouse, c'est pas les gens qui s'expriment dans la vidéo qui sont en cause. C'est la personne qui a... Non, j'ai dit simplement que les gens qui appellent à la modération. On va avancer sur le dossier des Gilets jaunes, si vous voulez bien. Et je voudrais vous faire écouter un témoignage maintenant. C'est un garçon qui s'appelle Gabin Formont. Vous le connaissez peut-être, c'est un garçon qui avait créé un média alternatif, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, un média qui s'appelait Vécu, qui était en gros un média qui luttait contre ce qu'il appelait la désinformation des grands médias, c'est-à-dire nous, voilà, bien sûr, comme toujours. Et il a fait un média, excusez-moi, un média assez efficace, un média qui était énormément repris. Et ce week-end, il a décidé de jeter l'éponge, pas à cause des grands médias, mais à cause des Gilets jaunes eux-mêmes. Il en a marre de la façon dont il est traité. Il a été exclu d'un manif samedi. Il est accusé de tous les maux aujourd'hui. Son témoignage est vraiment bouleversant. Ça dure 5 minutes. Je vous en ai pris juste un extrait de 2 minutes. Vous allez voir, ce garçon est à bout. Il dit même qu'il a voulu se foutre en l'air après ce qui s'est passé samedi. Regardez. Alors j'ai accepté de donner beaucoup, j'ai accepté d'oublier ma vie, j'ai accepté de même plus calculer ma famille, à peine calculer ma copine, de passer toutes mes minutes de toutes mes journées à aider les autres. Et on me récompense en me crachant à la gueule, en m'éjectant d'une manifestation, enfin en tout cas d'un endroit de la manif. Je peux pas vivre ça. Je peux pas vivre ça parce que j'ai déjà beaucoup morflé dans ma vie et j'accepte pas qu'on me salisse comme ça. Alors oui, je me suis pas fait que des amis dans ce mouvement parce que je suis pas d'accord avec beaucoup de choses que certains font. J'étais pas d'accord avec Éric Drouet et ce fanatisme des gens pour lui. Cette cagnotte qu'il avait créée pour tous les blessés alors que ça n'a aucun sens. Et je l'ai dit. Et je l'ai dit parce que j'ai toujours été entier.
Et puis on m'a fait du mal, on a essayé ça fait des semaines qu'on essaye de me faire abandonner. Donc ça prouve bien que personne n'en a rien à foutre des blessés. Parce que moi je faisais vraiment les choses pour eux, pas pour me donner une image. Alors je vais laisser les stars du mouvement s'occuper des blessés, leur donner la parole, les aider. Et puis moi je vais me retirer. Et j'irai plus sur les manifestations. Je vais rester loin de tout ça parce que je trouve que la récompense que j'ai, c'est de me faire cracher à la gueule et ça je l'accepte pas. Je l'accepte pas parce que on met pas sa vie de côté pour se faire cracher à la gueule. Et je suis écœuré. Je suis écœuré, je suis à bout de souffle. Et je pense que ça va mal se terminer. Parce qu'il n'y a pas l'intelligence autour pour que ça se passe bien. Voilà, assez touchant, Philippe Pasco, il n'y a pas l'intelligence pour que ça se passe bien. Et désormais, il y a des leaders des Gilets jaunes comme Éric Drouet, c'est ce qu'il dit, qui créent un peu une fanatisation autour d'eux. Alors, c'est pas simple. N'oubliez jamais que le mouvement n'a que 3 mois, même pas 3 mois. Et que, par exemple, ce jeune homme que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui, depuis 4 semaines, jour et nuit, 24 heures sur 24, etc. Et que, malheureusement, il faut aussi le reconnaître, dans les Gilets jaunes, il y a une infinitésimale proportion de personnes qui sont des vrais cons. Moi-même, je reçois des menaces de mort. Moi-même, par des Gilets jaunes. Par des mecs qui n'ont rien compris, des mecs qui veulent. Car j'ai aussi le mec. Et là, il semble dire que Maxime Nicole et Éric Drouet, en gros, c'est un problème dans les Gilets jaunes parce qu'ils ont fanatisé les gens autour d'eux. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Non, je suis pas d'accord. Éric Drouet n'en est pas encore à la fanatisation. Alors, il y a quelques personnes qui essayent de l'entourer aujourd'hui, qui, à mon avis, sont pas de bons conseils, mais ça arrive partout. Est-ce que vous croyez que Macron a des bons conseillers aujourd'hui pour ne jamais répondre au machin? Donc, moi, je suis en partie d'accord. Ils s'en pas mal, ils remontent dans les sondages, hein, vous savez. Oui, ils remontent dans les sondages. Alors que les Gilets jaunes baissent. Ils remontent dans ces sondages, c'est vrai. Vous savez, les sondages, ça monte et ça descend. Ouais. En attendant, on continue à tirer sur les gens toutes les semaines. Non, mais ça n'a rien à voir. On va pas y revenir, on en a parlé pendant un quart d'heure tout à l'heure. Non, mais Éric Drouet, il est ce qu'il est. Et c'est dommage d'avoir des gars comme ça. Enfin, moi, je le connais pas du tout, ce garçon. Mais c'est quand même dommage d'avoir un gars comme ça qui s'est sacrifié, qui a créé un site, qui s'est occupé des blessés. C'est complètement dommage. Mais ce qui est surtout dommage, c'est qu'encore une fois, les gens qui nous gouvernent ne mettent pas un terme à ce genre de choses en écoutant les réelles revendications. Moi, j'ai rien encore une fois, discours. C'est clair, son discours n'exagère pas. Il est triste. Il est en burn-out et c'est normal. Combien il y a de gens aujourd'hui qui sont... Moi, je rencontre des gens sur les manifestations. Mais il dit qu'il n'y a pas assez d'intelligence dans les Gilets jaunes pour que ça marche. Et il n'y a pas assez d'intelligence au-dessus, cher Jean-Marc. Non, mais lui, il parle des Gilets jaunes. Mais c'est normal. Là, vous avez pas un pro-Macron qui parle. C'est un mec qui s'est battu pour vous. Jean-Marc. Et il dit chez les Gilets jaunes, vous n'êtes pas assez intelligent. Quand vous vous Attendez, je vous donne la parole après. Quand vous vous défoncez pour les Gilets jaunes et qu'il y en a 2-3 qui vous rentrent dedans et de façon malhonnête. Moi, je vois des Gilets jaunes, j'en ai tapé l'autre fois qui tapaient des journalistes. Parce qu'on n'a pas à taper les journalistes. Il y a des abrutis partout. Et lui, il est en burn-out et il n'en peut plus. Parce que quand il s'est défoncé comme il s'est défoncé et qu'il y a 3 ou 4 connards, je pèse mes mots, de Gilets jaunes qui n'ont rien compris au problème et qui commencent à l'accuser lui alors qu'il se défonce jour et nuit, il y a des problèmes. C'est évident. Et ce mec-là, ce gosse-là, il n'en peut plus. Mais s'il n'en peut plus, c'est pourquoi? C'est parce que ça fait 13 semaines qu'on est dans la rue. 13 semaines que les populations, malgré la répression, malgré la manipulation médiatique, malgré les déclarations... Arrêtez avec la manipulation médiatique. Mais si, pas vous, franchement, non mais... Je ne parle pas de vous. Non, mais au bout d'un moment, c'est épuisant. Les Gilets jaunes, ils ont libre antenne tout le temps. Mais M. Castaner, qui même sur lui, ils ont commencé à déclarer qu'il n'avait pas été blessé. Que s'il avait pris un petit coup de bâton. Excusez-moi, c'est simplement qu'ils arrêtent. Moi, j'aimerais quand même, très modestement, prendre un petit peu de hauteur, parce que ce garçon, il a toute ma sympathie, il doit être très fatigué s'il a fait les 2 mois et demi d'affilée. Ouais. Mais je veux dire, on parle quand même de personnes juste avant qui sont quand même mutilées. Non, mais d'accord, mais après on avance dans les bas, on ne va pas revenir sans un mutilé. Voilà, moi pour moi, c'est un non-sujet. Mais non, c'est pas un non-sujet. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec vous. C'est quoi le problème? Si je le fais, c'est que ce garçon, il s'est investi dans les Gilets jaunes, il a cru aux Gilets jaunes, et c'est intéressant quand même de voir qu'il se retire et qu'il en a marre. Et comme on voit aujourd'hui des gens qui disent, moi, les Gilets jaunes, il y en a marre de cette violence, il y en a marre de la façon dont ça se passe. On ne peut pas fermer les yeux sur le fait que des gens en ont marre et que les choses n'avancent pas. On a la même chose au plan politique, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont voulu s'organiser sur une liste. Ensuite, on a une liste dissidente de Gilets jaunes. Il y a 4 listes maintenant. Donc moi, je pense c'est le bordel chez les Gilets jaunes. C'était incontournable. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives de récupération de la contestation, même y compris dans les partis politiques et dans les syndicats. Louis et Florian après. Moi, je pense que là, si jamais on commence à tenir ce genre de discours, et d'ailleurs le titre c'est « Certains jettent l'éponge », je pense que c'est le début de la défaite.
Parce que les Gilets jaunes, à la base, c'est un mouvement complètement désorganisé, spontané et massif qui est sorti dans la rue contre un gouvernement pour poser des revendications qui étaient diverses. Et quand on a des revendications diverses, il n'y a qu'une seule solution, c'est plus de démocratie. Est-ce qu'on a gagné ça? Non. Là, vous allez peut-être avoir un référendum? Non, acte 13 et le référendum. Mais acte 13, jamais dans l'histoire de France, on a connu une telle crise politique. Jamais. Là, on a des témoignages de personnes qui ont sacrifié leur vie, qui sont en train de péter les plombs. On a des témoignages de personnes qui ont perdu un œil. Il y a des vies qui ont été ruinées derrière ça. Et tout ça, pourquoi ? Et on a le gouvernement qui, lui, derrière, il est toujours sur son siège. Il continue de mener exactement la même politique. Donc oui, en fait, en soi, si on commence à tenir ce genre de discours, c'est qu'on a perdu. Et pour moi, encore une fois, j'y tiens. Il n'y a qu'un seul responsable à ça. Le responsable des blessures, le responsable des gens qui commencent à péter un câble, le responsable de la crise politique, du rejet de la classe politique et des médias aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un rejet du système. Et bien, encore une fois, c'est tous ceux qui aujourd'hui dirigent tout ce bordel. Et c'est le gouvernement qui veut trouver aucun débouché. Florian Sélicky, spécialiste en com. Il ne faut pas tout mélanger parce que tout se vaut pas. D'abord, est-ce qu'il y a une manifestation, est-ce qu'il y a une mobilisation massive? Non, c'est clair, les chiffres ils sont là, il n'y a pas de mobilisation massive. En 95, c'est pas beaucoup. Je vous ai laissé parler, il me semble, mais le respect apparemment, ça vous a échappé. Ouh là là. En 95, il y avait près de 2 millions de personnes dans la rue, on en est loin. Donc il n'y a pas de mobilisation massive. Et aujourd'hui, il y a d'autant plus, c'est la faiblesse de cette mobilisation et sans doute la faiblesse des oppositions sur l'échiquier politique qui explique qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ne cèdent pas. En revanche, ce qui est intéressant avec ce qu'on a vu là à l'instant, c'est que ces Gilets jaunes, ils ont voulu contourner les médias traditionnels auprès desquels ils ont exprimé une très grande défiance. Mais le propre média qu'ils créent, ils n'arrivent pas au fond à lui accorder la confiance nécessaire et ça pose quand même un sujet parce qu'on ne peut pas douter de tout le temps et appeler à la théorie du complot en permanence pour justifier ce qui n'est pas justifiable. Et je crois qu'ils ont tort de se priver de ce média qui était pourtant une belle idée née d'une désintermédiation. Encore une fois, à chaque fois j'entends ce discours, mais est-ce que Louis et moi on a parlé de théorie du complot? Est-ce que monsieur le policier il a parlé de théorie du complot? Arrêtez en communication. Alors, je vais vous dire, c'est simple. Il suffit de regarder les images. Non. Les gens qui est-ce que moi, je vous pose une question. C'est le gouvernement. Je te pose une question. Le gouvernement, il ne dirige pas les médias. Non, le gouvernement ne dirige pas les médias. Seulement, moi, je ne suis pas sociologiste des médias. Je vois qu'aujourd'hui, il y a un rejet de la population pour la classe médiatique. Bien sûr, ça c'est vrai. On le constate. Je suis d'accord avec vous, bien évidemment. On en a parlé souvent ici. Il y a même Libération qui en a fait un papier en disant que les médias n'ont pas été à on l'a abordé souvent ici. Voilà, donc aussi, il y a un rejet de la classe politique. Voilà. Il y a un rejet aujourd'hui. Il y a un rejet. Et dire que la mobilisation n'était pas massive, je pense qu'il faut voir 2 points. Elle n'était pas massive. Ça, c'est un fait. Ça, c'est pas les médias. Regardez acte 1, acte 2. Même avec 300 000 personnes dans la rue, au maximum, on peut dire que elle baisse. Attendez, un par un. Elle baisse et c'est justement ça qui est inquiétant. L'adhésion dans les sondages est très forte. Mais oui. Il y avait énormément de monde et il n'y avait pas d'organisation. Et aujourd'hui, vous avez des. Attendez, un par un. Il y avait énormément de monde et aujourd'hui, la mobilisation baisse. Est-ce que c'est parce que les gens commencent à redevenir d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron? Non. Parce que les gens ont peur. Ce sont des gens qui restent chez eux. Ce sont des gens qui restent chez eux parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont perdu l'espoir de cette mobilisation. Parce qu'ils ont peur de se faire tirer dessus. C'est ça. Voilà, mais c'est ça. Et donc aujourd'hui, vous avez des gens qui rentrent chez eux, qui ne sont pas d'accord, qui ne se sentent pas représentés, qui quand ils regardent la télé ne sentent pas non plus que ce qu'ils pensent, ce qui s'est passé est aussi représenté. Et c'est ça derrière qui fait monter les extrêmes que tout le monde n'arrête pas de dénoncer. Et je pense que là, il y a une responsabilité collective dans ce genre de discours. Florian. Et la mobilisation, c'est pas ça qui compte aujourd'hui, c'est le pouvoir et les. Florian, on passe au référendum après. Moi, je crois que le gouvernement, il doit se ressaisir, qu'il doit proposer une action politique concrète, mais que les Gilets jaunes, de leur côté, ils ne peuvent pas, en pensant tout mettre sur la faute d'un ministre ou d'un président de la République, attendre que la situation se résorbe d'elle-même. Alors, la solution viendra peut-être du référendum, un référendum qui semble se préciser. Hier, le journal du dimanche a expliqué en effet que le gouvernement avait fait des pré-réservations de papier, d'enveloppes, ce qui peut signifier qu'un référendum aura lieu en même temps que les européennes. Regardez. Emmanuel Macron aurait trouvé la botte secrète pour sortir du grand débat, un référendum. Selon le journal du dimanche, l'Élysée s'y préparerait. Recevant quelques journalistes cette semaine, le chef de l'État leur disait ceci: « Je ne l'exclus pas, ça fait partie des sujets sur la table ». Une idée soutenue par le ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée et certains députés. La meilleure manière de clôturer ce grand exercice démocratique est encore de faire voter les Français sur les différentes propositions qui pourraient en ressortir. Emmanuel Macron aurait donc renoncé aux autres possibilités, un grand remaniement ou une dissolution de l'Assemblée.
Le référendum pourrait avoir lieu le 26 mai prochain, en même temps que les élections européennes. Une concomitance de dates qui, selon la ministre concernée, risque d'éclipser l'enjeu européen. Alors, Florian Sénilky, spécialiste en com, le référendum, ce serait la bonne solution pour clore ce passage gilet jaune ? Oui, à la condition que la population ne le considère pas comme un moyen d'avaliser des décisions qui ont été déjà tranchées en amont. Et il faut, et c'est l'enjeu ici, qu'Emmanuel Macron arrive à convaincre une partie de la population que c'est l'instrument des sans-voix, et l'enjeu est compliqué. Moi, j'ai une question très précise pour vous, Philippe Pascaud. Quelle question vous aimeriez qu'il pose, Emmanuel Macron ? Est-ce que vous êtes pour ou contre le RIC en référendum ? Juste en question pendant un référendum. Ah bah oui, c'est ce que réclament sur tous les ronds-points où je vais, à travers toute la France, et je sillonne toute la France. Les gens, ils veulent plus de démocratie, plus de justice. Le RIC résout ce genre de problème, qu'il pose la question du référendum. Et vous me faites rigoler parce que... Enfin, tu me fais rigoler, pardon. Il fait un référendum... J'accepte le vouvoiement. J'accepte aussi le tutoiement. Il fait un référendum dont il connaît déjà les réponses et les questions. Donc est-ce que c'est ça... Je sais pas, comment vous pouvez... Attends, honnêtement, Philippe Pascaud, on ne sait même pas quelle question il va poser, vous dites qu'il connaît déjà les réponses. On n'en est même pas là. Jean-Marc, t'es quand même pas naïf. Pardon. Donc il va nous poser des questions sur la proportionnelle. Alors dites-moi les 2 ou 3 questions, on a compris la première, le RIC, que vous aimeriez qu'il pose, le RIC, et puis... Eh bien, déjà, rien que le RIC. Non, parce que visiblement, il va y avoir... Oui, il va y avoir un tas de questions. Il pourrait y avoir plusieurs questions, oui, 3 ou 4 questions. Donc le RIC... Le RIC résout l'ensemble des problèmes démocratiques. Qu'est-ce que vous aimeriez d'autre ? Le RIC, c'est déjà pas mal. D'accord, juste une question. Pourquoi 50 questions sur un référendum ? Est-ce que c'est pas pour nous ? Il va y en avoir 3 ou 4. Excusez-moi, il va y en avoir une vingtaine. Attendez. De la part de l'Élysée de dire on a réservé du papier. Non, c'est le journal du dimanche qui donne l'info. Oui, mais on va communiquer les faits. On se comprend, moi, je sais pas. Est-ce qu'on n'est pas capable de dire, bah voilà, on projette un référendum à telle date ? Ils le disent depuis le début qu'ils y réfléchissent. Oui, le 26 mai. En même temps que les Européens. Louis Boyard, vous aimeriez quelle question, vous, dans ce référendum ? En fait, c'est ça qui est complexe. C'est que, moi, par exemple, je vais vous donner mon avis. Moi, je suis au président d'un syndicat lycéen. Par exemple, si jamais il y a un référendum, nous, derrière, qui nous prenons des réformes qui sont quand même assez grosses et qui, derrière, avons eu un mouvement fin 2018, Mantes-la-Jolie, on n'oublie pas non plus. Nous, par exemple, on ne pourra pas participer à ce référendum. Ça, c'est une question qu'il faut poser. Et derrière... Parce qu'on vote à 18 ans. C'est une question qu'il faut poser. Et d'ailleurs... Ça veut dire quoi ? Vous aimeriez qu'on puisse voter à 16 ans, par exemple ? Je pense qu'il faut voter à 16 ans. C'est après une des questions qui se posent, ça, de toute façon. À partir du moment où on est capable de mettre 150 personnes de 16 ans à un genou en disant maintenant on va faire justice sur vous, moi je pense que ces gens-là, ils ont le droit de voter pour diriger de qui va ensuite aller leur casser la gueule. Je trouve que c'est une question qui peut se poser. Est-ce qu'on peut voter à 16 ans ? Pourquoi est-ce qu'on demande le RIC ? C'est parce qu'avoir plus de démocratie, ça permettra d'avoir une population qui est mieux représentée et qui veut une autre politique. Si les Gilets jaunes sont sortis, c'est parce qu'il y avait une hausse des taxes des carburants et que ça augmentait encore la misère. Voilà, il faut une autre politique. La politique d'Emmanuel Macron, elle créait la misère, et on change de politique. On ne demande pas un recul de politique, on demande un changement. Allez, on a fait le tour. Merci à tous. Merci Philippe Pascaud, Gilets jaunes, merci. Louis Boyard, président de l'Union nationale des lycéens. Merci Noah Manoir, policier délégué Vigie. Merci Florian Sénilky, expert en communication de la French Com. Dans un instant, on va parler d'un autre sujet.